Je m'appelle Louis Fontaine, je travaille dans une petite société de télécom très familiale, qui a de nombreuses couleurs. Voilà. Je remercie ma boîte qui me permet de venir au sujet aujourd'hui avec vous. Je remercie les orgas qui font un travail de dingue et qui n'ont pas fini de faire un travail de fou. Donc merci à eux, merci aussi aux sponsors qui nous permettent de passer un bon moment tous ensemble pour un prix quand même acceptable. Y a-t-il des imposteurs dans la salle? Des imposteurs, est-ce qu'il y en a dans la salle? Oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu l'impression d'être un imposteur dans la salle? Ah oui, c'est pas mal. C'est ce que je pensais, je m'attendais à 3-4 mains et là, c'est très bien. Donc c'est tout vous, hein. C'est un peu toute cette petite voix qu'on entend, je pense que ça va vous parler. Si vous entendez la petite voix qui vous dit je suis nul, je suis une quiche, je suis une erreur de casting, je sers à rien. Ça vous parle un peu ces petites voix dans votre tête? Ouais. Vous pouvez tout assembler. Bah déjà en fait, le premier point que vous pouvez avoir en venant ici, c'est de voir qu'en fait vous n'êtes pas tout seul. Déjà, si vous aviez des doutes là-dessus, vous pouvez voir à peu près que toute l'assemblée a déjà vécu ce sentiment, cette sensation. Alors d'après les études, il paraîtrait qu'il y a 70% de la population française qui aurait eu ce sentiment. J'ai plutôt l'impression que c'est 100%, mais voilà. Syndrome d'imposteur. Syndrome d'imposteur, c'est un concept qui est né dans les années 70. J'ai oublié le nom de la dame qui l'a énoncé. Elle l'a annoncé par rapport à la condition féminine dans les années 70, pour vous donner à peu près le cadre. Aujourd'hui, elle parle d'expérience de l'imposture, plutôt que syndrome. Ce nom fait référence à une maladie, l'expérience c'est plutôt quelque chose de fugace. Dans ma conf, je vais parler un peu des deux, je vais mélanger les deux. Pour moi, c'était très maladif à une époque, un peu moins aujourd'hui. Maintenant, je serais plus d'accord avec le côté fugace. Et on va voir un peu de quoi on parle. Déjà, quelques définitions. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, ça va être la différence entre les compétences perçues par les autres et les compétences perçues par moi. Ok? Le syndrome de l'imposteur, il est là. C'est-à-dire que les autres, les collègues, mes différents managers, semblent penser que j'ai des compétences. Moi, je pense que j'en ai pas. C'est un peu compliqué hein, à vivre, mais c'est un fait. J'ai jamais compris pourquoi on m'a embauché. Dans les différentes sociétés où je suis allé, j'ai pas compris pourquoi ils m'embauchent. Je suis nul, je vois pas l'intérêt de m'embaucher quand même. Donc, erreur de casting, ça passe. Okay. Les collègues, voilà, certains collègues me demandent mon avis, certains collègues voilà, souhaitent que je travaille avec eux. Ok, chouette. Bon. Je suis nul, je comprends pas pourquoi les gens s'intéressent à ça. Donc ça, c'est une première manière de présenter. Je vais essayer de les mettre haut pour au fond, pour que vous puissiez voir. Un autre schéma que j'aime bien, c'est celui-ci. C'est le niveau de compétence par rapport à. Ce schéma, je le dois à Boulay. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le dessinateur Boulay Corp. Lui, il parle ici du creux de la honte. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'imposteur. C'est le fait d'être, quand on est en proximité d'une personne qu'on estime super forte, qu'on est sur un piédestal, et bien plus on se rapproche de cette personne, moins on est bon. Une sorte de poussée inverse. Ça vous parle? Typiquement, moi je suis dans le domaine logiciel, j'ai un grand nombre de gourous, des gens que je trouve que c'est juste hallucinant quoi. Les gars, ils savent coder dans tous les langages, ils sont super intéressants, très pédagogues, super sympas. Les deux, franchement. Voilà. Mais pas pourquoi ils m'adressent la parole. Pourquoi? Juste voilà, hallucinant. Alors j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec pas mal de mes gourous. Vous donner un scoop. La plupart ont vécu à un moment donné, ou vivent encore à un moment donné, ce syndrome de l'imposteur. Pour aller un peu plus loin, se dire mais si eux c'est des imposteurs, moi je suis quoi? Mais sans forcément aller jusque-là, enfin, c'est aussi un côté rassurant. C'est-à-dire qu'en fait ça fait tout le monde. Finalement, même des gourous, ils ont leurs gourous. Et c'est assez intéressant de se dire ça. D'accord? Alors si c'est juste un problème de perception, un problème de ressenti, c'est pas très grave en soi. On peut vivre avec. Le souci avec le syndrome de l'imposteur, c'est le deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire que je suis une quiche, mais j'ai vraiment pas envie que les gens le sachent. D'accord? Donc du coup je vais mettre un masque. Et ma plus grosse peur à moi en tant qu'imposteur, c'est d'être démasqué. Ça vous parle?
être démasqué, c'est quoi le problème? Bah, j'ai pas que mon chef sache que je suis nul. Sinon, bah, mes augmentes, on va pas en parler. Les projets intéressants, on va pas en parler. Mes collègues, si jamais ils savent que je suis nul, bah, ils vont plus pouvoir bosser avec moi. Okay. Et donc, pour se mettre un masque, on va mettre plusieurs stratégies différentes en place. Moi, ma stratégie, en général, c'est plutôt une stratégie de suradaptation. Je vais me suradapter. Je vais dire oui à tout. On en parlait hier soir avec une collègue. Oui, dire non, c'est compliqué pour ça. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps de ça, c'était sur le site là à Mélan, chez Orange. Il y avait une conférence agile. J'ai un collègue qui me demande: ah, Émeric, t'as pas un truc sous le coude? Il me demande mon avis, il me demande un truc. Génial. Je mets ma cape. Je lui ai pas donné un truc. J'ai fait 4 conférences le même jour. Là, on est vraiment dans l'ordre de schizophrène. Suradaptation. C'est pas bon, hein. Mais suradaptation. Là, cette année, je n'ai fait qu'une. Je me suis amélioré. Il y a d'autres comportements qui vont être plutôt du genre surtravailler. Avec deux effets. Soit c'est juste de l'apparence, et je vais envoyer des mails le soir, des mails le matin, très tôt, pour montrer que je m'occupe de la place et que je suis là, que je suis présent. Ou alors, je vais vraiment travailler comme un taré le soir, rattraper mon retard. Vu que je suis nul, j'ai du retard à rattraper. Donc je vais lire, dans mon domaine c'est les commits, et je ne veux plus lire de la doc, je peux lire à fond plein de choses, tout le soir, le week-end, et arriver le lundi matin ou arriver le lendemain, en ayant toutes les informations nécessaires pour avancer. Et vu que je suis en retard, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est juste que j'entends le retard de mes collègues. C'est une perception. Donc ça peut entraîner des petites problématiques de surménage, de burn-out. Et puis accessoirement pour les collègues derrière, c'est peut-être un peu compliqué. Quand le gars il arrive et qu'il a une connaissance parfaite du sujet, et qu'il dit qu'en plus c'est un peu chaud, parce qu'il faut le rattraper aussi après. D'accord? C'est un effet sur les autres. Il y a aussi un autre effet, que j'aime bien celui-là, c'est la colère. Bah si je gueule, il ne viendra pas me faire chier. D'accord? C'est-à-dire, un exemple. Ah, ton rapport, je l'ai reçu, il est intéressant, mais comment ça, mon rapport? Il est tip-top, mon rapport. Vous voyez? Alors, je dis pas que tous les gens qui sont en colère sont des imposteurs. Par contre, derrière peut se cacher un sentiment d'insécurité et un sentiment d'imposture. Ça vous parle tout ça? Un peu? Ouais. Alors maintenant, on va nous donner quelques définitions. Je vais vous parler de quelques outils que j'utilise encore aujourd'hui. Le premier, c'est celui-ci. Est-ce que vous connaissez? Quelqu'un peut me dire ce que c'est? C'était l'alignement des places. Ouais. Il y a un autre truc qu'on entend plus souvent pour ça. CNV, communication non violente. Observation, sentiment, besoin, demande. Ça vous parle? C'est des grammaires? Pour moi, la CNV, c'est une grammaire qui permet de dire des choses face à pas à quelqu'un de manière sympa. Oh. Quand tu as fait ça, je me suis senti un peu, voilà, parce que j'ai besoin de. Est-ce que tu es OK pour? Une grammaire géniale pour éviter d'être trop méchant avec des gens. Bon, je m'étais complètement planté, hein. Pas ça du tout. C'est une grammaire, mais c'est pas du tout ça. Merci de vendre le pied. En fait, la CNV, le premier tour de boucle, il est avec soi. La première chose qui se passe, c'est avec soi, en fait. Ces questions-là, on se les pose pour soi. Qu'est-ce que je veux faire de la relation qui est en train de se passer? Alors moi, j'inverse deux lettres quand j'utilise. Ça part de la sensation, du sentiment, puis du besoin, puis de l'observation, du besoin et de la demande. Comment ça se passe? Je vais vous redonner un exemple. Situation vécue, attention, ce n'est pas du surjeu. J'arrive dans une équipe, j'étais embauché il n'y a pas longtemps dans cette boîte. L'équipe se connaît assez bien, elle roule vachement bien, il y a plein de gourous dedans. Je bosse avec des gourous, c'est ce truc de fou. Ils m'ont embauché, je ne sais pas pourquoi. C'est le matin, je suis à mon poste, et là j'ai le collègue devant moi, il se lève, il dit je vais prendre un café, et il part. J'ai l'autre collègue derrière moi, qui se lève et qui part dans la même direction. Moi, là, ça fait ça. Ça fait. Ça y est. Ils m'ont démasqué. Ça y est, ils ont vu que j'étais nul. Ah, c'est clair. C'est clair. Ils vont aller voir le chef, ils vont lui dire que le mec ne sert à rien. Là, à ce moment-là, je suis à chaîne. Je suis vraiment à genoux. Vraiment, j'en souligne des larmes.
ce qui s'est passé. Sensation. En mangeant cette guide, ça va pas du tout. Là, clairement, ça va pas. Observation des faits. Bon, bah, j'ai un collègue là devant, il s'est levé, il a dit je vais au café. Il n'a pas dit sur un ton quoi que ce soit, il va pas jeter des éclairs avec les yeux, non, rien du tout, j'ai pas rien mis l'incendiaire, rien du tout. Le collègue derrière moi, il s'est levé, il est parti. Je sais pas s'il est allé aux toilettes, j'en sais rien. Ok, j'ai aucune idée. Là, dans ma tête, j'ai parti de juste de ces quelques éléments et je me suis fait un film de fou. Okay. Besoin. Besoin de confiance en moi, clairement. Besoin d'être accepté dans une équipe, de sentiment d'appartenance, besoin de reconnaissance de mes compétences, besoin d'un café. Ma demande, à moi, qu'est-ce que je peux faire comme demande? Est-ce que je peux me lever? Est-ce que c'est ok de me mettre debout et d'aller au café, quitte à pas être accepté dans ce moment convivial avec mon collègue? Est-ce que je prends plus de risques qu'en restant là, à broyer du noir et à me faire un film de taré en attendant patiemment que mon chef vienne me voir? Ah non, je pense que je peux me lever et y aller. Aujourd'hui, je me sers vachement de ça encore. Souvent a posteriori, parce que quand on est plein dedans, c'est un peu chaud, mais je m'en sers vachement. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est celui-ci. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Le modèle parent adulte enfant, oui. Les états du mois. Les états du mois. Analyse transactionnelle. Eric Berne, années 60, années 58-60. Les états du mois. En chacun de nous, on a un parent, un adulte, un enfant. Okay. Si j'ai un collègue qui va à la réunion tout à l'heure, je fais mon état adulte et je lui parle à son adulte. Si j'ai un collègue, ton bureau, franchement, si tu pouvais le ranger, ce serait bien. Parent, je parle à son enfant. Ça vous parle? Il y a eu des évolutions du modèle par la suite. En tout cas, c'est ça le principe. Donc pareil, pour moi, l'analyse transactionnelle, c'était juste ça. Je me dis, ouais, bon, c'est intéressant, mais ça casse pas non plus le 4 pattes à un canard. L'analyse transactionnelle, c'est bien plus que ça. Dedans, vous allez retrouver des choses que vous connaissez peut-être sur d'autres formes. Vous allez retrouver les strokes, les raquettes émotionnelles, les jeux psychologiques, et plein de choses. Les timbres, etc. Et il y a un truc qu'on va retrouver, dans plein de formes, c'est les états du mois. État du mois, on est dans l'analyse transactionnelle, donc c'est l'analyse des transactions entre individus. Donc dans une transaction, il y a entre individus, il y a l'autre et il y a moi. L'autre, moi. Les états du mois, c'est le fait de dire que dans cette relation, l'autre a de la valeur. Ou il n'en a pas. Et moi, dans cette relation, j'ai de la valeur, ou j'en ai pas. À votre avis, syndrome d'imposteur, on est où? Vous pouvez faire avec les doigts, hein. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Un deuxième ici, un deuxième là, un deuxième. C'est ça, syndrome d'imposteur, on est là. Alors, Eric Berne et tous les copains qui suivent, ils disent un truc, ils disent que le seul état du moi qui vaille quelque chose, c'est celui-là. C'est le plus. C'est-à-dire que l'autre a de la valeur, et j'en ai aussi. On vient de dire qu'on est nul. Avoir de la valeur, c'est un peu chaud. D'accord. C'est des fois avoir de la valeur. Je prends l'exemple. On a vu le super keynote ce matin. Je vais voir le keynoteur et je me mets en position un peu basse. C'est-à-dire que lui, c'est un expert du sujet quand même. Donc il a quand même énormément de valeur. Moi, j'y connais que chi, j'en ai pas. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. C'était super intéressant. Vous voyez, ça part beaucoup d'entrain. Je caricature un petit peu, mais si j'y paye de la valeur, c'est-à-dire quoi? J'arrive. Bonjour, la conférence était super intéressante, j'ai vraiment adoré. Ça m'a fait penser à ce que j'avais lu dans tel livre, et aussi ce que un tel disait. Vous en pensez, vous connaissez, vous en pensez quoi? J'arrive en fait avec ma vie. C'est un peu, vous avez je sais pas quel âge, mais vous avez quand même un stock de vie un peu impressionnant derrière vous quand même, logiquement. C'est-à-dire que vous avez de l'expérience, que ce soit professionnelle, personnelle. Vous avez de la culture. Votre culture, les livres que vous avez pu voir, les conférences que vous avez pu suivre, les événements que vous avez pu faire. Vous avez avec tout ça en fait. Donc vous avez de la valeur en fait, vous avez avec de la valeur. C'est pas la même que lui. Sur ce domaine-là, on est clairement sur une expertise forte, c'est sûr, il connaît bien. Par contre, vous arrivez avec de la curiosité, vous arrivez avec des questionnements, des raisonnements.
vous allez lui apporter énormément de choses si vous arrivez en vous disant, mais en fait, qu'est-ce que je cherche à faire avec lui? Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette relation que je vais avoir à ce moment-là en fait? Qu'est-ce que je vais creuser? Être curieux. Ça vous parle? Je vais avoir un problème de lire dans pas longtemps. Donc là, on a vu un peu différents sujets, les petits outils que j'utilise. Le G de la valeur, c'est limite un mantra. Pour moi, je le rate souvent, parce que je ne me prépare pas assez des fois. Je fais des entretiens où j'arrive en mode un peu, comment dire, paillasson. Vous connaissez un peu l'expression ni réaction ni paillasson? C'est plus en fait. C'est le même principe. C'est d'ailleurs. Mais voilà, se dire quoi? C'est essayer de se le répéter, ça ne veut pas dire qu'on y arrive à tous les coups, mais c'est dire qu'au moins on essaie. Alors, on a vu tout ça, et maintenant je vais vous parler d'autres choses. Alors celui-ci je ne vais pas le dessiner parce qu'il est un peu trop long à dessiner. Donc je le triche un peu. Voilà. J'espère que ça va coller. Ça ne veut pas le faire. Je vais le refaire, c'est pas grave. Oui, j'en avais pris au cas où justement. On n'en trouvera jamais assez. Ah, là, normalement, ça devrait tenir un peu. Est-ce que vous connaissez? Qui connaît? J'ai entendu. Processcom, exactement. Processcom. Alors, je voulais vous parler un petit peu de Processcom. C'est un modèle en fait. Je le dis Taïbi Keller. C'est un enfant de Daigan, un enfant adoptif, mais c'est un enfant dans le sens où il a contribué à l'analyse transactionnelle. Les drivers d'analyse transactionnelle, c'est Taïbi Keller. D'accord? Si vous connaissez un peu. Taïbi Keller, dans les années 70-80, il travaille avec la NASA. Et ce modèle-là, il vient de là. Il a été conçu à la base pour éviter que les astronautes se tapent dessus dans les navettes spatiales. Bon, voilà, c'est assez intéressant. Je l'aime beaucoup en fait parce qu'il apporte du flou. C'est-à-dire qu'en fait, il ne met pas les gens dans les cases. Il dit que les gens sont un peu de tout. C'est simplement leur priorité qui change. Okay. Le modèle Processcom, il prend la métaphore de l'immeuble. Et on a différents étages, et 6 énergies sont répertoriées dedans. Ça, c'est mon immeuble à moi. Je vais le faire un petit peu. Ma base est l'empathique. Base empathique, c'est tout ce qui est rapport au groupe, le sentiment d'appartenance, le besoin d'appartenance à un groupe, et également le rapport au sens. Le rapport au sens, ça peut être une balade en forêt pour écouter les oiseaux, ça peut être les bougies parfumées, et pour moi, c'est la bouffe. Donc c'est tout ce qui est la bonne bouffe, le bon café, les bons restaurants, etc. Donc pour moi, le coût de ne pas m'inviter à un café, même si c'est pas du tout intentionnel, c'est une double peine. Bon, je suis en forme, ça va, je gère très bien, et aujourd'hui que je connais ça, je gère beaucoup mieux. Par contre, à l'époque, j'ai pris cher. Et ma formatrice de Processcom que j'avais eue, elle a eu le même problème que moi. Elle m'a dit, elle est en base empathique aussi, elle a fini aux toilettes en pleurs. Juste parce qu'elle n'avait pas été invitée à un café. Bon, je ne vous dis pas qu'il faut inviter tout le monde au café. Mais en attendant, voilà, et c'est important, il y a des profils pour qui c'est vachement important ce sens, cette relation à l'autre, et ces temps de convivialité, ces temps off. En phase vécue, j'ai une phase rêveur. Rêveur, c'est, alors, je crois qu'ils ont changé de nom, c'est imaginateur, je crois maintenant. C'est le besoin de solitude, d'introspection, de réflexion individuelle. Ensuite, j'ai ma phase actuelle qui est, alors je crois que c'est énergiseur maintenant, mais c'était rebelle avant. C'est le besoin de faire des blagues toutes les 2-3 minutes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, j'en suis pas loin. Ensuite, travailloman, analyseur maintenant, donc c'est le rapport au temps, rapport aux compétences. Persévérant, je crois que c'est resté persévérant. J'ai un jean soufflé, c'est génial. Persévérant, c'est les compétences aussi, mais orientées sur les valeurs. Et ensuite, on a promoteur. Ça reste promoteur. Promoteur, c'est tout ce qui est challenge. Moi, j'appelle ça force de vente. Pour moi, discuter avec quelqu'un qui force de vente, ça me coûte pas cher d'y aller. C'est un ascenseur, d'y aller, ça coûte rien. C'est y rester que compliqué. Donc, je peux pas parler très très longtemps avec la force de vente. Après, je suis plus. Faut que je redescends. Okay, c'est à peu près ça, ce principe qui est derrière ce modèle. C'est-à-dire qu'on a un peu de tout. Et on passe notre vie, notre journée, à monter et à descendre dans les étages. D'accord? Je vous parle de ce modèle pour 2 raisons. Première raison, c'est que moi, ça me permet de mieux me comprendre. Et donc, quand on voit tout ça, c'est important de bien se comprendre. C'est important de savoir à quel moment on brille et de quoi on a besoin. C'est un peu bateau, mais en fait, c'est assez vrai.
L'autre truc, c'est de comprendre que les besoins des autres ne sont pas les mêmes que les miens. C'est un peu bateau aussi, mais en fait, c'est super du bien de le savoir et de comprendre en fait quels sont les besoins des autres. Typiquement, je vous donne un exemple. C'est 10h, c'est le matin, on a fait le délit, et je me rappelle, je dis, hey, on va se prendre un café? Moi, je regarde chose sur le café. Et là, il me regarde, il me fait, je crois pas qu'on a des choses plus importantes à faire. Alors là, clairement, paf, hein, t'as pas besoin. Moi, c'est mode, non, j'ai fait le boulet, ça y est, j'ai mis les 2 pieds dedans, il y a des choses super importantes à faire, et moi, je vais prendre un café. N'importe quoi, les gars. Vraiment, il vaut rien. Aujourd'hui, je sais que ce collègue-là, il a des forts besoins de planification et son rapport au temps est très fort. En effet, il y avait un problème, mais il n'était pas urgent à la minute. Pour moi, il n'était pas urgent à la minute. Pour lui, c'était très important de le résoudre maintenant. Donc j'ai pris pour moi, quelque chose qui n'était pas pour moi. On en reparlera juste après. Donc comprendre les besoins des autres, comprendre que ce qu'ils nous disent, c'est pas nous, c'est aussi très très bien. Alors celui-là, je vais le mettre en dessous. Au fond, vous n'allez pas le voir. Je vais le mettre là. Non. Je vais vous parler d'autre chose encore. Quelqu'un connaît? Je suis sûr que vous connaissez quasiment tous. Triangle de Karpman, ça vous parle? Triangle dramatique de Karpman. Persécuteur, bourreau, bourreau, persécuteur, sauveur, victime. Ça vous parle? Je pense un peu plus. Karpman, pareil, un enfant de l'année traditionnelle. Il a fait plein de contributions dedans. Aujourd'hui, il voudrait parler de triangle compassionnel plutôt que de triangle dramatique. Il a fait tout un modèle dessus, il y a un énorme pavé sur le sujet qui est assez impressionnant, tout ce qu'on peut sortir de juste de ce triangle-là. C'est assez fou. Je vous en parle pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous voyez une représentation, mais le gourou, il a une cape. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de mon collègue qui était venu me demander un sujet, je vous ai dit, j'ai mis ma cape. Un des réflexes en me suradaptant, c'est d'être une cape. De me mettre là, en sauveur. En instructionnel, si on n'est pas en plus, dès qu'on a du moins quelque part, on est en triangle. Le but du jeu, c'est de sortir du triangle. Le triangle, c'est pourri, il ne faut pas y être. Dès qu'on y est, il faut en sortir. Ça veut dire qu'un sauveur va forcément chercher une victime ou va chercher un persécuteur. En sauvant quelqu'un, tout seul, ça ne sert à rien. Donc, on va rentrer dans les jeux psychologiques. Il y a un très bon livre d'Eric Berne, Les jeux et les hommes, pour essayer de regarder, de lire. C'est super intéressant, tous les petits jeux qui peuvent se passer avec les possibilités de switch qui se passent. En étant sauveur, à un moment donné, j'ai infligé de l'aide, je deviens bourreau. Okay. Et c'est vraiment très intéressant de se rendre compte à quel moment on est dans le triangle et quels sont nos réflexes quand on est dedans. Moi, ça m'aide énormément de me dire, attends, tu es en train de mettre ta cape. Pourquoi tu as besoin de mettre ta cape? Observation, besoin de demande. C'est quoi qui se passe pour toi? Quel est l'enjeu d'y aller? Tu as vraiment envie d'aider? Assure-toi qu'il a vraiment besoin d'aide et qu'il te demande vraiment de l'aide. J'y arrive pas à tous les coups. Par contre, connaître ça et essayer de m'y référer régulièrement, ça m'aide. Je suis désolé pour les gens, au fond, ça doit commencer de... Il n'y en a plus beaucoup, c'est bon. Tout à l'heure, avec l'exemple de mon collègue qui avait une énergie analyseur, j'ai pris quelque chose pour moi qui ne m'était pas destiné. Je sais certainement que j'ai fait référence à quelque chose. Est-ce que vous connaissez ces phrases pour ceux qui arrivent à les lire? Je pense qu'on peut à la maison. C'est quoi? Les accords Toltec. En moi, il y a des années, j'avais lu les accords Toltec en survolant. J'avais pas compris grand-chose. Je me dis, ouais, bon, ok, un gourou. Voilà, bon, je me dis avec la parole impeccable, ouais, bon, ok, bon, ouais, faut parler correctement. Ok, penser à ce qu'on veut dire, d'accord? Faut pas une affaire personnelle. Ouais, bon, ok. Etc. Quand je vous parle, avec tout ce que je vous ai raconté là, selon vous, quel accord résonne bien là? Pour ceux qui arrivent à les lire et ceux qui les connaissent. Vous pouvez aussi les chiffrer, hein, ça marche aussi.
Ouais, j'ai entendu le deuxième. Le deuxième, ne pas faire une affaire personnelle. Dans les écoles toltèques, en fait, l'affaire personnelle, ça veut dire accepter la réalité de l'autre. Accepter l'univers de l'autre. Alors, sans aller dans le mysticisme, ça veut dire que j'accepte ce que me dit l'autre. On va prendre un exemple assez facile avec les enfants. Si mon fils me dit « Papa, t'es méchant », je pourrais faire une affaire personnelle. Le prendre pour moi et donc être méchant. Accepter d'être méchant et lui en coller. Voilà, juste accepter que c'est son monde, que pour lui à ce moment-là, d'avoir plus 8 gâteaux, et ben c'est très 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 méchant. C'est juste qu'il était sur 5e et qu'il faut demander peut-être qu'il mange le qu'on peut. Mais voilà, c'est ce côté-là. Avec mon collègue qui avait cette énergie-là, qui me dit je crois pas qu'on a quelque chose de plus important à faire, si j'accepte, alors peut-être qu'il y a quelque chose d'important, je peux réfléchir à ça. Mais en attendant, je peux aussi dire lui, pour lui, c'est son univers, et il estime que c'est très important ce qu'il a à faire, et il faut le faire. Moi, j'estime que ça peut attendre 10 minutes. Parce qu'en vrai, on n'a pas de clients. Du coup, c'est pas grave. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Ok. Donc, ne pas faire une affaire personnelle, je trouve que c'est super chaud. Mais maintenant, aujourd'hui, je le comprends beaucoup mieux. Et je me dis que c'est quand même assez intéressant à avoir ça un peu en tête. Je vais par là. Alors, on a vu encore un peu tout ça, je suis allé un peu plus loin, et maintenant je vais encore faire un cran plus loin. D'où ça vient tout ça? Alors, en analyse traditionnelle et même David Keller, il dit que l'immeuble, il est bâti à l'âge de 7 ans. Pas les proportions, mais l'assemblage. À partir de 7 ans, l'ordre des étages, il est défini. D'accord? Donc ça vient de notre enfance. Et je vais vous parler des croyances. Du coup, je suis content, il y a le bac des croyances. Vous connaissez le principe des croyances? Ça parle à quelqu'un? Les croyances, en fait, c'est des... Je vais caricaturer, c'est des petites voix dans la tête qu'on prend pour des choses vraies. Okay, on a plein. En fait, c'est ce qui fait qu'on est nous, les croyances. Sans ça, on n'est rien. En fait, on n'existe pas. En fait. Nos manières de penser, nos enjeux, ce sont nos croyances. Si je vous dis par exemple, je reprends l'exemple du père, être un bon père, c'est être à l'écoute à 100% de ses enfants, c'est une croyance. Elle peut être portante, elle peut être limitante. Les croyances, elles peuvent être portantes, limitantes, elles peuvent nous engager à quelque chose, nous empêcher de faire des choses. Elles peuvent faire les deux. Okay. Par exemple, personnellement, j'ai toujours été persuadé que j'étais nul en sport. J'ai une croyance, j'étais nul en sport. Je lui ai dit, j'étais nul en sport un paquet de temps. Et un jour, en fait, j'ai battu quelqu'un à la course, j'étais super content. Je lui dis, ah, mais en fait, j'ai dépassé ce truc. Trop bien. Et un peu, si j'en donne une autre, ça va être par exemple, à 40 ans, si t'as pas de relais, ça raté ta vie. Je peux pas peut-être plus. Vous voyez? C'est des croyances, tout ça, c'est des croyances. La croyance d'être nul, c'est une croyance aussi, d'accord? Et les croyances, elles vous sont propres. À quoi servent ces croyances en fait? Alors, je reviens sur les traditionnels, parce que j'aime beaucoup ce domaine-là. Les croyances, elles nourrissent ce qu'on appelle un scénario de vie. Le concept de scénario de vie, vous n'êtes peut-être pas forcément très familier. Un scénario de vie en analyse traditionnelle, c'est une stratégie ou une histoire qu'on s'est racontée dans l'enfance et qui nous a permis de, plein de raisons, nous a permis soit de satisfaire les parents, satisfaire le cadre dans lequel on était. Et c'est pareil, les enjeux ils sont entre 3 et 5 ans à cet endroit-là, sur les scénarios de vie. Le scénario de vie, ça va être, si je vous donne des exemples, à chaque fois que ça peut bien marcher, ça merde. Mais tout le temps, hein. Depuis que je suis tout petit, c'est comme ça. Encore l'autre jour, ça pouvait bien marcher, il y avait tout ce qui... ça merde. On parle des scénarios un peu comme ça. Donc en général, on a un chacun, on a inconsciemment, on va chercher à réconforter. Donc on va chercher à conforter notre scénario de vie. Et le mien, il est un peu lié. C'est juste que tu finis toujours par décevoir. Et là, on rentre bien dans le syndrome de l'imposteur, dans la peur de se faire démasquer. Tu finis toujours par décevoir. En effet, que ce soit depuis l'école ou autre, il y a toujours un moment donné où ça se passait super bien. Et à un moment donné, j'ai encore le souvenir de plein de mes enseignants avec leur regard où je vois bien la déception dans le regard. Je finis toujours par décevoir. C'est vrai pour aujourd'hui. Mais en attendant, prendre conscience du scénario de vie, c'est un premier pas pour progresser. On va avoir d'autres problématiques, d'autres outils comme la PNL ou la thérapie qui vont permettre de recorriger les programmations. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez intéressant à connaître. Et j'ai encore le temps sur une croyance que je trouve assez intéressante. Il y a aussi une croyance que j'ai découverte il y a pas si longtemps que ça. Je la dois à Armer la langue, pour ceux qui connaissent. Je peux avoir un livre par là. Dans une conférence qu'elle donne, elle dit à un moment donné, en fait, j'ai vaincu ma croyance d'être le monde. Elle dit, wow.
La croyance d'être le monde, c'est hyper égoïste, c'est hyper rigolo. J'ai vu comme tout le temps. Alors après, je réfléchis. Croyance d'être le monde. Je crois que je l'ai en fait. C'est croyance d'être le monde. C'est-à-dire quoi, c'est croyance d'être le monde? C'est un peu comme un enfant qui pense que tout ce qui se passe le concerne. Vous voyez un peu? J'ai un super exemple pour ça. Super, malheureusement. C'était il y a quelques temps, il y a quelques années. J'ai un collègue qui arrive le matin et qui me dit: ah, il faut qu'on cause à midi en mangeant ça. Ça crame, ça y est, voilà, bon, ça merde quoi, encore une fois, ça merde, je vais décevoir, encore une fois, voilà. Donc là, toute la matinée, moi je stresse, je me dis putain, bon, faut que ça passe. À la fois, j'étais l'impression que ça passe, comme ça, on n'en parle plus, et voilà. Après, on se quitte en bon terme, et puis je passe à autre chose, je change d'équipe, etc. Et en même temps, je stresse à fond, et arrive à midi. Bon, il est super sympa, hein, on boit une bière ensemble, je me dis bon, il arrête d'en changer de poil et tout. Après il dit bon, il faut qu'on trouve un moyen d'organiser l'équipe pour accueillir des nouveaux membres. Ah bah ça, oui. Ah bah ok, ouais, oui, tout à fait. Voilà. Il y a un peu cette problématique, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Rassurez-moi, c'est déjà arrivé des gens ici? Ouais. Oui. Voilà, c'est la croyance de vous êtes le monde. Félicitations. Vous êtes tous égoïstes et égocentrés. Voilà, cette prise de connaissance, moi, m'a vraiment heurté et m'a fait cogiter un paquet de temps. Alors, je ne dis pas que j'en suis guéri, je pense que je peux encore retomber dedans. Par contre, voilà, c'est ce côté être éveillé à ça, ça me permet d'être un peu plus vigilant. J'en ai terminé à peu près pour tout ce que j'avais à vous présenter. Là, j'ai réduit mes dessins parce que je me suis dit que tout est sur mur. Au fond, vous n'allez pas voir grand-chose. Avant de clôturer, je vous demande un petit peu de travailler. Du coup, je vais te décevoir parce que pour travailler un peu plus. Je vais donner plein de choses. Alors, des choses que vous connaissiez, des choses que vous ne connaissiez pas. Je vous ai donné plein d'informations. Il y a des choses qui ont pu vous choquer, des choses qui vous ont intrigué. Et j'aimerais que vous preniez juste une petite minute, là, avec vous, et que vous réfléchissiez avec quoi vous repartez. Vous allez passer la porte tout à l'heure, vous allez chercher à manger. Vous allez partir avec quoi? Juste prenez cette petite minute pour vous. C'est bon pour vous? Alors maintenant, je vous donne un deuxième exercice. Je suis encore embêtant. Vous avez des voisins, des voisines, et j'aimerais que vous passiez un petit peu de temps juste là à échanger avec votre voisin, votre voisine, avec ceux sur quoi vous partez, ceux qui vous ont intrigué. Et là, je vous laisse 5 minutes. Moi, j'ai plus de voisins. C'est à vous. Merci bien. Merci à vous. Il va rester. Je suis large en fait, je suis trop vite. J'ai dû parler un peu vite, je pense que je suis pas sûr que vous avez tout compris ce que j'ai pu dire. C'est pas grave. Il va rester 5 minutes encore pour des questions. Juste pour info, j'ai amené quelques livres si ça intéresse des gens sur un petit pavé, manuel d'analyse rédactionnelle, que je vous en ai beaucoup parlé. Voilà, je suis en train de paver. Processcom, également, je vous conseille dans la lecture. Je vous ai parlé d'Armella, langue. Elle a fait 3 livres sur les émotions, mode d'emploi, plus des choses sur les feuilles philosophiques. Je vous conseille vraiment, super intéressant. Et j'ai retrouvé quelque part les accords Toltec, je me suis dit, bon, des fois que ça intéresse. Je peux prendre quelques questions, si vous en avez. C'est pas obligatoire de vraiment faire. Combien de temps pour faire le pas de ne pas tout prendre pour soi, de se sentir moins? Je pense que j'ai commencé à rentrer un peu là-dedans il y a 4 ans. J'ai amorti il y a 4 ans. Oui, ça va beaucoup mieux. Je vis beaucoup mieux, oui. Je me fais encore avoir plein de fois, notamment sur cette histoire de valeur, lorsque j'ai des entretiens ou des choses où il y a des gros enjeux à dire pour moi, tous des enjeux émotionnels, et où du coup, si je suis pas assez prêt, je me retrouve en posture basse, c'est-à-dire qu'en posture où je vais être en moins. Et là, ça peut être délicat. Mais voilà. Mis à part ça, que j'ai encore un peu du mal à gérer, le reste, globalement, j'ai l'impression. Je m'en sors un peu vite. Ouais. Sur le syndrome de l'imposteur, sur les cercles que tu mets sur les autres personnes, Oui. qu'est-ce qui est comment est-ce que tu arrives à remettre en lumière ce qui est la réalité, toi, effectivement, tu n'as pas l'esprit.
que tu n'as pas, mais qu'en fait, tu as, c'est que tu t'arrêtes avec toi-même. Alors, déjà, je pense pas que c'est la réalité, parce que la perception des autres. Voilà, juste pour. J'ai mis du temps avant de me le dire en fait. Et justement, le fait de se dire que c'est pas une réalité, mais que c'est également une perception, ben, en fait, ça aide déjà. En fait, parce qu'en fait, il n'y a pas de réalité là-dessus. C'est juste des perceptions et de comment je me sens dans les compétences qui semblent être en jeu vis-à-vis d'autres. Il y a aussi ce côté de comparaison en fait. Forcément, quand on se compare à des gourous, à des gens qui ont une expertise pointue sur un domaine, ils sont hyper forts sur ces domaines. Mais en fait, pas de côté, sur un domaine où moi je peux avoir une grosse expertise, ils n'ont rien. C'est pareil. Donc en fait, c'est avoir cette connaissance un peu de ça en fait, c'est comprendre que les compétences, du moins perçues, elles sont contextuelles. Elles sont liées à un contexte, à un sujet, un domaine, à un sujet. Et ça aide, enfin, moi personnellement, ça m'aide de dire ça. Je sais pas si ça répond. Après, quantifier, ben, en fait, je pense pas que c'est quantifiable en fait, en vrai. C'est pas trop compliqué, mais c'est en mode t'es persuadé que tu sais pas faire un truc, alors qu'en fait, si factuellement tu regardes Tout à fait. ce que tu sais faire, tu te dis en fait factuellement tu sais faire. C'est les... toujours ce truc où moi il y a plein de gens qui me disent en fait regarde ça, tu sais faire en fait. Je dis non bah non je sais pas faire. Et du coup c'est réussir à avoir En fait, il y a plusieurs choses là-dessus. Il peut y avoir aussi du regard extérieur. En général, c'est ce qui marche le mieux, c'est le regard extérieur. C'est-à-dire qu'un père avec qui on peut discuter, tu veux dire, mais arrête, là t'es super fort, arrête de dire n'importe quoi. Ça peut être juste par réagir aux écarts. Alors, aux écarts, c'est plutôt aux exceptions. Quelles sont les exceptions qui confirment la règle que tu es en train de te dire? Je reprends l'exemple de je suis nul en sport. J'ai une exception qui est flagrante pour moi à un moment donné, et qui me fait dire, en fait, non, il y a un moment donné, cette exception, elle était vraie. Donc, c'est pas vrai que je suis nul en sport. C'est juste le contexte qui fait que. Et c'est réfléchir aux exceptions, ça aide vachement. Et surtout, en fait, un travail avec un père, en fait, juste une rétro rapide, un échange rapide, en fait, un feedback rapide, avec quelqu'un avec qui on a confiance, cadre de sécurité, ça aide. Et après, il y a des professionnels qui sont des coachs, des psychologues qui peuvent aussi aider à accompagner. Oui. Donc, je pense que par rapport à ce que tu as dit, quand on fait du feedback, un élément qui est important, c'est de faire confiance aux gens qui font du feedback. Personne ne fait du feedback dans une vie, il faut faire à poser ton projet. Donc, du coup, il faut prendre conscience que ce qu'on te dit, c'est une forme de vérité. Et quand je dis ne faites pas une affaire personnelle, vous avez le droit d'en faire aussi une affaire personnelle à un moment donné. Si quelqu'un vous a un truc de super chouette, prenez-le. Faites une affaire personnelle à ce moment-là. Je pense qu'il y a des choses à prendre, à interpréter aussi. Oui. Du coup, dans l'exemple que tu as donné d'aller boire un café, puis ton collègue qui dit tu crois pas qu'on a autre chose de plus important à faire, du coup, ça c'est sur le développement. Que moi j'étais très mal, parce que je suis retourné à mon poste, mais je n'ai pas forcément compris ce qui était pour lui très très important. Et ça en est resté là. Donc là, il n'y a plus. Ah non, c'est clairement lui. Moi je suis témoin, lui, pour moi dans cette relation il était plus, parce qu'il avait raison. Dans ce moment-là. Pour moi c'était lui qui avait raison. Il est là depuis longtemps, c'est un cador. Un gourou, donc forcément, moi si je viens à côté du gourou et que je lui dis, on se prend un café qui dit il y a des choses plus importantes à faire, ouais, voilà, je me prends une quoi. Donc, voilà. Donc dans ce côté-là, oui. Aujourd'hui, c'est très différent, j'espère, pour moi. Et tu recommanderais quoi du coup pour te donner quand même de l'importance, donner de l'importance à ce moment de café C'est contextuel. Je ne savais pas dire en fait. C'est très contextuel, ça dépend de la confiance qu'on a avec l'autre, de la relation qu'on a, de la transparence qu'on a, des feedbacks qu'on a pu recevoir en fait. Si avec les personnes en fait ça se passe très très mal de base. Il n'y a peut-être pas besoin de chercher forcément à vouloir intégrer absolument. Ça dépend aussi, si je reprends Posescom, ça va dépendre aussi de ses besoins à soi en fait. Moi, ce besoin de café avec quelqu'un, aujourd'hui, si j'avais pas avec un tel, j'ai plein d'autres collègues avec qui m'entendent très très bien, avec qui je me ferai un plaisir d'aller boire un café en fait. Et c'est pas grave, c'est ok. Et ça dépend encore une fois des besoins. Je vais devoir clôturer bientôt, et avant de me séparer de vous, j'ai deux phrases que j'aime beaucoup, et donc je vous les livre. La première, c'est la carte n'est pas le territoire. J'ai présenté plein de modèles, plein de choses. Rappelez-vous, c'est des modèles. Les gens ne sont pas des modèles. La carte n'est pas le territoire. La deuxième chose aussi que j'aime bien, c'est une citation d'Alain Damasio, c'est vous êtes ceci, vous êtes cela, ne soyez rien, devenez sans cesse. Et je vous laisse là-dessus. Merci à vous. Merci.